Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous n'étions pas là pour 01 Hebdo la semaine dernière, mais nous voilà de retour pour ce numéro 290. Bienvenue dans ce débrief de la tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Vous allez voir, le sommaire est plutôt sympa cette semaine encore. Tout d'abord, on va parler quand même de cette bad news, la PlayStation 5. Il fallait s'y attendre, elle est en rupture de stock mondiale. Comment ça se fait? On va essayer de voir ça tout à l'heure. Et puis on parlera de la 5G encore une fois avec une petite expérience rigolote. Nicolas Lelouch sera à Nice et nous fera un test en 5G tout à l'heure. Yes. Le télétravail a aujourd'hui ses produits stars. Vous faites peut-être partie de ces gens qui en ont profité pour renouveler leur matériel, webcam, clavier, souris. On en parle avec le leader Logitech. Et puis on parlera de cybersécurité avec cette histoire incroyable, une Tesla Model X, Jérôme, qui a été piratée en quelques secondes. On en parlera avec notre expert cybersécurité. Ouais, je comprends pas, pourtant j'avais bien fermé la clé. On retrouvera Jordan Cosino, bien entendu, pour sa séquence « Je veux savoir ». Il répond à vos questions et c'est jamais très triste. Non, ça c'est clair. Bon ben voilà, vous avez vu, 01 Hebdo chargé, on est très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et oui, nous sommes de retour. On est ravis de vous retrouver. Oui, Jérôme, tout va bien. Après, je le disais, une petite absence. Enfin, on était là, mais pour toute autre chose. On a eu des absences Week. comme ça. La Labo Week à retrouver sur 01 TV, sur 01tv.com et sur la chaîne YouTube avec toute une semaine dédiée pour vous aider à choisir vos produits high-tech. C'est évidemment encore en ligne, en replay. Franchement, si vous devez, par exemple, choisir, je ne sais pas moi, un nouveau smartphone, un nouveau PC, une nouvelle console de jeu, un nouveau casque audio, à retrouver donc sur 01 TV tous nos conseils et sur 01net.com, bien sûr. On reprend le cours de notre activité normale avec cette actu chargée, vous l'avez vu, avec des tas de trucs intéressants qui touchent à la tech. Donc, on va commencer par l'actu de la semaine. Peut-être notre question 01 Alors, je n'osais pas le dire. Mais... Tu n'osais pas le dire? Non, je n'osais pas. Et avant de partir avec notre question de cette semaine, on va parler justement de sécurité. Un mot sur notre question d'il y a 2 semaines. Oui. On évoquait ensemble les objets connectés pour dormir. Est-ce que vous les utilisez? Eh bien, majoritairement non. Mais c'est intéressant, il y a quand même... Il y a un petit 25%, un quart, un gros quart, ouais, c'est pas mal, qui utilise. Enfin, un gros car ou un autobus, tout dépend. C'est comme vous voulez. C'est pas facile tous les jours. Non. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes un car, on va dire, vous servir d'objet connecté pour le sommeil. Ouais. Mais c'est plutôt bon signe, ça prouve que vous n'en avez pas besoin, peut-être, vous dormez bien. C'est ça. Bon, et effectivement, c'était une question à dormir debout, je suis d'accord. Ouais. Notre semaine de cette semaine, on va parler sécurité, Jérôme, puisque tout à l'heure, on va évoquer aussi les comptes Spotify qui ont été piratés. Cette question, pensez-vous à changer régulièrement vos mots de passe? Ça, c'est une bonne question. Et je suis effaré par la réponse, François. Eh oui. Une majorité de non, mais enfin, comment ça se fait, vous qui nous écoutez? On n'arrête pas de vous le répéter depuis à peu près 15 ans. Bon, il y a 15 ans, c'est vrai. Important de changer périodiquement ces mots de passe. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Oui, Benoît Godenwald, qui, vous savez, expert chez EZ, vous rappellera qu'il est hyper important de temps en temps de changer vos mots de passe. Pourquoi? Vous le verrez tout à l'heure, les conséquences peuvent être quand même assez embêtantes. Allez, maintenant, Jérôme, là, on peut y aller. On peut y aller. Allez. Jingle Actu, s'il vous plaît, en régie finale. Tu te souviens quand tu travaillais à Cognac G? Tout à fait, Jérôme. Dans les années 70. J'étais tout petit. Ouais, absolument. Alors, l'actu de la semaine, on l'a dit, on va commencer par la PlayStation 5 qui provoque une espèce de folie globale, mondiale, Jérôme, peut-être même spatiale, on ne sait pas, peut-être que nos extraterrestres aussi... Ils en avaient commandé, ils ne seront pas livrés. Elle est annulée partout, les livraisons sont annulées. Il y a des gens qui l'ont reçue quand bien même. Sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a les problèmes de livraison dont on parlait la semaine dernière avec Olivier Garcia, notamment de la Fnac. C'est pas facile pour les distributeurs comme ça d'alimenter tout d'un coup tout le monde en même temps, surtout quand il y a des petits pépins au milieu. Mais surtout, le vrai problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de PlayStation qui sortent des usines. Eh bien voilà, c'est-à-dire que quand vous avez une équation où d'un côté vous avez une demande qui n'était pas prévue par Sony et puis de l'autre côté des usines qui ne tournent pas à fond comme tu le disais, eh bien voilà, ça provoque cet embouteillage. Aujourd'hui, et c'est le patron de Sony qui l'a dit, il est impossible de trouver une PlayStation 5. Il n'y en
en a plus en stock dans le monde entier. Et surtout, ils n'arrivent plus à les fabriquer. C'est effectivement Jim Ryan, le grand patron de la division PlayStation, qui l'a annoncé. Il l'a annoncé à un média russe, d'ailleurs. Et il a expliqué qu'avec le Covid, avec la demande très importante, tu l'as dit, avec un peu la désorganisation, il n'arrivait plus actuellement à fabriquer les PlayStation, ou en tout cas, il faisait en sorte, évidemment, que tout soit fait dans les règles. Il ne s'agit pas de bâcler la fabrication d'un produit comme ça. Et donc, pour maintenir un niveau de qualité satisfaisant, eh bien, il n'arrivait pas à fournir la demande. Alors, ce fameux patron de Sony a été quand même un petit peu plus optimiste ces dernières heures. Il a dit qu'il allait avoir, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, en tout cas avant Noël, un réassort, comme on dit, de PlayStation 5, c'est-à-dire qu'il y aura une grosse livraison. Donc, peut-être que si vous avez commandé votre PlayStation 5, vous l'aurez eh bien, sous le sapin avant Noël. Ce n'est pas sûr pour tout le monde, hein, rappelons-le, puisque vous avez été évidemment beaucoup à la commander. C'est rigolo parce qu'en réalité, ce problème-là, si tu te souviens bien, c'est posé à chaque génération de consoles. Évidemment. PlayStation 4, PlayStation 3, c'est la même chose. À chaque Nintendo fois d'ailleurs. Aussi, rappelle-toi de la folie Wii U à l'époque. Des Wii U, c'était l'objet le plus convoité de la planète quand c'était sorti il y a un paquet d'années quand même. Donc finalement, voilà, c'est que l'histoire qui se répète. Ouais. Après, il y a des choses qui sont quand même amusantes, Jérôme. En fait, cet objet suscite tant de convoitise qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour en avoir une. Et par exemple, sur Le Bon Coin, on trouve une annonce. C'est peut-être toi d'ailleurs. C'est en fait un propriétaire d'une Ford Diesel de 2004 qui a 270 000 km au compteur, qui est prêt à échanger sa voiture contre une PlayStation 5. Voilà, pour vous dire à quel point notre monde tourne bizarrement quand même. On en est là. Je ne sais pas s'il ferait une bonne affaire. En tout cas, cette console déchaîne les passions et pas en bien forcément, hein, parce que tu as vu, il y a même eu un entrepôt en France qui a été attaqué. Évidemment, ça aussi, ça arrive finalement tous les ans. Une attaque à main armée à Lyon, où ils ont fait main basse sur des tas de paquets qui devaient être des cadeaux de Noël, et notamment dans le lot pas mal de consoles. Donc il y a des gens qui l'avaient commandé, qui l'attendent et qui risquent de ne pas l'avoir à cause de ça. D'ailleurs, et puis Olivier Garcia, qui est l'un des porte-parole de la FNAC, nous expliquait justement qu'il y avait quelques cas comme ça sporadiques de livraison de PlayStation 5. Donc croisez les doigts. Hein. Voilà. Ou alors il faut être très riche. Soit vous avez une Ford Diesel avec 270 000 km pour échanger, essayer d'avoir une PlayStation 5, soit, si vous êtes très riche, vous pouvez en trouver. Hein. Il y a des sites tels que Le Bon Coin, par exemple, il y en a d'autres. Oui, les premiers acquéreurs qui revendent leur PlayStation. Oui, ou alors tout simplement des gens qui font de la spéculation. Hein. Ouais. Vous pouvez trouver des consoles à 900, 1200 euros. Rappelons qu'elles coûtent entre 400 et 500. Hein. Donc voilà, ça c'est comme ça. Hein. C'est la vie, ça a toujours été comme ça. On a même vu une console à 2500 euros. C'est du délire. Plus cher que ton Nissan Qashqai. Oui. Non, enfin j'exagère, je te taquine. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne commence pas à m'attaquer sur mon Nissan Qashqai. D'ailleurs, alors puisque tu me donnes, je voudrais passer une petite annonce. J'échange mon Nissan Qashqai contre une PlayStation 5. Bon, voilà, ça c'est pour la PlayStation 5. On va parler maintenant d'un autre titre avec 5 à l'intérieur, Jérôme. Qu'est-ce que ça pourrait être PlayStation. Non, 5G. Ah oui, la PlayStation 5G. Voilà, exactement. Elle arrive, la PlayStation 5G. Non, on va parler de 5G aussi, parce que c'est vrai que Orange, après SFR, a décidé d'ouvrir les vannes. Exactement. SFR a lancé ses offres 5G à Nice, on en parlait la semaine dernière. Et là, c'est Orange qui nous annonce que, alors pas tout de suite, mais très bientôt, le 3 décembre, la semaine prochaine, eh bien 15 villes seront couvertes par la 5G. C'est pas mal, hein ? Ouais, soit 10% de la population, hein, d'après les propos de Stéphane Richard, le patron d'Orange. Alors il y a Nice, Marseille, Le Mans, Angers, Clermont-Ferrand, etc. Voilà, vous trouverez la liste facilement sur Internet. Et ils promettent que d'ici la fin de l'année, 160 communes françaises seront couvertes par la 5G. Alors, ça représente, je l'ai dit, 10% de la population. Paris, pour l'instant, n'est pas concerné, mais alors ça devrait arriver. Et encore une fois, Stéphane Richard, le patron d'Orange, a dit... Il y a un moratoire sur la 5G à Paris. On attend d'avoir... Alors, il n'y a pas le moratoire des maires, mais il y a un pataquès, on va dire. Voilà, il y a un questionnement concernant la 5G. Voilà, il va y avoir un groupe de personnes, on ne sait pas trop qui c'est, qui vont se réunir. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est ça. On ne sait pas trop quelle est la légitimité de ces personnes qui vont être consultées pour donner leur avis sur la 5G. Donc, si c'est vous, écoutez, voilà, vous avez le destin des Parisiens entre vos mains. Et le patron d'Orange dit on préfère que ce débat se fasse avant d'activer la 5G à Paris. On voit que
de la part d'Orange aussi, c'est de ne pas calmer créer de le jeu, polémique, ne pas passer et de ne en pas force. calmer le jeu, voilà, de ne pas passer en force concernant la 5G. C'est devenu un vrai problème politique, hein, et Bien d'ailleurs pas facile pour les élus qui, au fond d'eux, ont souvent une petite voix qui leur dit « je suis pour », mais en réalité, derrière, il y a des électeurs qui les soutiennent et qui sont un peu radicalisés de l'autre côté, donc c'est pas simple. Voilà. On parlera de la 5G dans quelques minutes, Ouais. avec à la fois Amélie Charnet, qui, vous le savez, notre spécialiste télécom à 0net, et puis Nicolas Lelouch, qui est à Nice. Vous savez qu'à Nice, c'est la première ville ouverte en 5G officiellement par SFR, et il nous fera quelques petites speed tests, et nous montrera comment ça marche la 5G à Nice, et il nous fera même une vision en 5G. Donc vous verrez ça dans quelques instants. Tout à l'heure. Alors, la troisième actu de la semaine dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est une grosse panne. François, je ne sais pas comment se porte ta start-up, mais il y a pas mal de start-up qui ont connu, et d'autres entreprises d'ailleurs, qui ont connu des difficultés depuis hier. Grosse panne sur le cloud d'Amazon, le nuage. Alors, c'est vrai que quand on a une panne de cloud et qu'on s'appelle Amazon, d'un coup, c'est terrible. ça fait beaucoup jaser. C'est un tiers du cloud mondial. Un tiers du cloud mondial. Amazon Web Services, ils sont devant, et c'est les premiers, ils sont devant Microsoft, ils sont devant Oracle, ils sont devant Google aussi, devant Google, etc. Alors c'est une espèce de web, d'internet qu'on voit pas trop en fait, hein. C'est caché, ça n'a rien à voir avec le site de e-commerce d'Amazon, hein. Mais c'est de l'hébergement, c'est des sites web, c'est des tas de logiciels qui permettent aux entreprises de fonctionner et non des moindres. Alors c'est marrant, il y a même, j'ai cru voir passer, il y a aussi beaucoup de systèmes avec des API qui utilisent Amazon Cloud, Amazon Web Services. Et donc cette panne a perturbé le fonctionnement de Sonnet connecté Ring et même d'aspirateurs robots. Ah, ça c'est embêtant. Parce que les aspirateurs robots utilisent le cloud. Donc, voilà. On vit une époque formidable. et on sait ce qui s'est passé ou pas Non, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On ne sait pas trop si c'est une cyberattaque. Pour l'instant, rien ne le prouve. Mais en tout cas, le service est revenu. Hein. Le service est revenu ou en train de revenir, effectivement. C'est d'une certaine complexité malgré tout, cette chose-là. Donc ça prend du temps pour un retour à la normale totale. Voilà pour l'actu de cette semaine. On va maintenant parler sécurité. C'est un gros morceau, vous le savez. Et on va parler de deux sujets. Cette Tesla X qui a été piratée en quelques secondes. C'est incroyable. Et quand on dit pirater, c'est-à-dire qu'elle a pu démarrer et partir, en fait, hein, sans le propriétaire de la voiture. Et puis aussi cette polémique concernant Spotify, avec des centaines de millions de comptes de Spotify qui circuleraient dans la nature. On en parle tout de suite avec notre invité. Notre invité, c'est Benoît Grunemwald, que l'on retrouve comme chaque mois. Bonjour Benoît. Bonjour. Expert en cybersécurité chez EZ. Merci Benoît d'être là. Deux actus brûlantes, on va dire. Tesla, on va en parler dans un instant. Pour commencer, Spotify, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé chez Spotify avec ses comptes ? En fait, chez Spotify, il ne s'est rien passé. À l'origine, on a une base de données que l'on trouve dans le Darknet qui contient 380 millions d'adresses. Et ces adresses, malheureusement, coïncident avec des comptes Spotify. Et les cybercriminels s'en sont servis pour pouvoir attaquer l'accès à Spotify des utilisateurs, à usurper leur identité. Donc on est d'accord que là, c'est le login et le mot de passe, en Complètement. fait. C'est deux données indispensables pour se connecter à un compte Spotify. Complètement. Et c'est ce que l'on utilise d'ailleurs généralement pour se connecter à tous ces comptes ou toutes ces applications. Et ce type de base existe dans le Darknet et elles sont créées à partir de fuites de données, soit d'applications, soit de sites à la fois très connus, mais aussi parfois moins connus et donc moins sécurisés. Mais comment se fait-il que ces identifiants, ces mots de passe permettent de se connecter à Spotify alors que Spotify n'a pas été piraté ? Eh bien, lorsque l'on fait du recyclage de mots de passe, alors le recyclage, ça marche très bien lorsque l'on fait dans l'environnement. Par contre, en termes de mots de passe, le recyclage, c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que l'on va utiliser un mot de passe que l'on a déjà utilisé sur d'autres sites. Et lorsque le cybercriminel va utiliser des outils automatiques en plus, pour lui, c'est vraiment très simple. Il le fait pas à la main. Complètement. Eh bien, il va utiliser le login et le mot de passe qu'il trouve dans ce fichier et l'essayer sur différents sites. Et si malheureusement vous avez recyclé votre mot de passe, eh bien il pourra rentrer sur le site sans même avoir à l'attaquer. Donc ce sont les utilisateurs qui sont fautifs quelque part.
C'est l'hygiène informatique qu'il faut effectivement modifier. Et le message à faire passer, c'est ne recyclez pas vos mots de passe. Benoît, mais alors ça sert à quoi de pirater mon compte Spotify? Bon, bien sûr, je peux écouter la musique gratuitement, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, les pirates s'en servent pour d'autres choses. Oui, alors ça peut aller beaucoup plus loin, notamment, on pourrait imaginer que certains artistes qui seraient en manque de notoriété ou qui voudraient avoir une belle croissance, notamment grâce à Spotify, eh bien, puissent utiliser ces comptes-là et aller eux-mêmes s'ajouter ou même se noter de manière Et illégitime. gonfler les statistiques de streaming, en fait. Complètement, complètement. Donc On a déjà vu cela. Voilà, donc ils achètent de l'audience comme on achète parfois des faux followers, etc. C'est exactement le cas. Ça, c'est la première joli chose. Petit business, hein. Ouais, alors, Incroyable. Et alors, la morale de l'histoire, quand même, François, côté utilisateur, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser le même mot de passe partout. Complètement. Et surtout, il faut vérifier si celui-ci n'a pas été victime d'une fuite de données. Et pour ça, il y a Comment un on vérifie? site. Alors, il y a un site qui est très connu qui s'appelle Have Been Pwned. J'ai été troué. Et je fais partie d'une liste. Ce site-là, vous mettez votre adresse email. Alors surtout, on ne met pas son mot de passe. On est bien sûr d'aller sur le site officiel et pas sur un autre site. Et on met son adresse email. Et de là, il va nous sortir la liste des sites potentiellement dans lesquels on a été troué. Have been pwned. J'ai été Have been pwned. Ou alors on utilise un gestionnaire de mots de passe qui est plutôt pratique, où on n'a même plus besoin de retenir les mots de passe. Complètement. Dans C'est le peut-être nôtre, ça, par exemple, vous mettez tous vos logins et tous vos mots de passe. Et de manière régulière, on va vérifier si vous êtes dans une base de données de ce type-là. C'est peut-être ça le futur d'ailleurs, hein, des mots de passe qui sont générés automatiquement, qui sont renouvelés automatiquement, et on n'a même plus besoin de les retenir. Complètement. Pour ma part, moi, j'utilise que le gestionnaire de mot de passe. Je ne retiens plus aucun mot de passe depuis des années. Benoît, quel conseil peut-on donner à tous ceux qui nous regardent, qui ont Spotify? Au minimum, si on n'a pas un gestionnaire de mot de passe, qui est l'idéal, il faut changer son mot de passe régulièrement, tous les combien à peu près? Alors, sur un site comme Spotify, qui malheureusement ne propose pas l'authentification forte, c'est-à-dire une petite application ou un SMS qu'on vous envoie avec généralement 6 chiffres pour bien s'assurer que c'est vous, eh bien, on va dire qu'on va le changer une fois par an. Alors, il ne faut pas le changer non plus trop fréquemment parce qu'après, on l'oublie, on est tenté de mettre des mots de passe trop simples. Donc, une fois par an et surtout, si possible, activer l'authentification forte parce que dans ce cas-là, même si les pirates avaient le login et le mot de passe, ils ne pourraient pas se connecter puisque c'est nous qui donnons le dernier sésame qui est l'authentification. Mais pourquoi il n'y a pas d'authentification forte chez Spotify? C'est un choix stratégique de sécurité. Elle n'existe pas ou elle n'est pas activée par défaut? Aujourd'hui, elle n'existe pas. Aux dernières informations que l'on a, elle n'est pas disponible du tout. Mais ce qui effectivement est surprenant pour une plateforme. Alors que sur la plupart des réseaux sociaux, aujourd'hui, elle est activée, cette authentification forte. Et très simplement, avec des solutions gratuites comme Google Authenticator ou Authenti, vous avez l'authentification forte, double facteur, vraiment très simple. Oui, c'est un peu plus contraignant, mais c'est une grande sécurité. En même temps, on ne se logue pas si souvent dans son compte. Non, bien sûr. Très bien, ça c'est pour Spotify. Benoît, l'autre actualité de cette semaine, oui, Jérôme... pendant qu'on écoutait de la musique tranquillement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand t'as piqué ta Tesla. Alors c'est pas la mienne, mais moi j'ai pas cette chance d'avoir une Tesla. Hein. J'ai une voiture électrique, mais beaucoup plus petite. En revanche, il y a, alors c'est pas un vrai pirate. Hein. Vous allez nous expliquer, Benoît, ce qui s'est passé. C'est un ingénieur en informatique, en sécurité, qui a réussi à pirater, en tout bien, tout honneur, une Tesla, c'est ça? Complètement. Cela vient d'une université en Belgique et ce chercheur en cybersécurité a réalisé un proof of concept. Donc il a réussi à s'appuyer sur une faille BLE, Bluetooth Low Energy, et de pouvoir commencer par récupérer l'identifiant de la voiture, d'aller à côté de la clé, donc on est en Bluetooth, donc à distance, aller à côté de la clé, pouvoir récupérer d'autres informations sur la clé. À distance, mais pas très loin. D'ailleurs, on le voit très bien sur les images. Là, il s'approche des propriétaires. Et dans le proof of concept, il dit qu'il faut à peu près 30 mètres. Finalement, c'est la portée du Bluetooth. Là, et à partir de là, il a piqué le mot de passe. Voilà, donc vous injectez un firmware dans la clé, donc vous reprogrammez la clé, et de là, vous arrivez à récupérer plusieurs séquences, des codes, notamment pour ouvrir les portes, les portes qui s'ouvrent, les jolies portes papillons, et pourquoi pas le coffre. Et une fois qu'il est à l'intérieur, tout n'est pas fini, parce qu'en fait, la clé, entre guillemets, cesse de fonctionner. Et donc là, il faut utiliser le port service, qui va permettre notamment aux techniciens, aux réparateurs, de faire des diagnostics sur la machine et de programmer la nouvelle clé, la clé pirate, comme étant une clé légitime. Et de là, on peut démarrer. Et là, on peut démarrer. La clé piratée ne peut pas faire démarrer la voiture, elle ne peut que l'ouvrir. Tout à fait. Donc après, il y a une autre manipulation. On est bien sur deux phases qu'il faut enchaîner pour pouvoir partir avec la voiture.
Alors c'est un peu inquiétant quand même. Est-ce que c'est une faille grave ou alors, vu que c'est fait par un chercheur, on se dit qu'il y a finalement très peu de chances que ce soit réel et que ce soit fait réellement? Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que si le chercheur l'a trouvé, des cybercriminels peuvent le trouver. L'avantage que ça soit trouvé par un chercheur, on espère en premier, c'est que lui va avertir Tesla en avance, leur laisser le temps de corriger la faille, le bug, et de pouvoir déployer la mise à jour sur les Tesla. Et ça, c'est magique, parce que moi, si quelques années auparavant, on m'avait dit « tu vas mettre à jour ta voiture », j'y aurais jamais. Et oui, là, c'est possible, effectivement. Dès Benoît, que le patch sera disponible... Et le patch est déjà disponible. Il est déjà disponible, d'accord. Rappelons que là, quand même, c'est de l'artillerie lourde. C'est-à-dire qu'il faut pirater la clé, ouvrir la voiture. Donc, ça, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est avoir tout le matériel pour pouvoir faire démarrer la voiture en se connectant à la prise OBD. Donc, ça demande quand même... Alors, ça demande des capacités intellectuelles de chercheurs, de cybercriminels. Du matériel. Mais le matériel est estimé à $170. Tout compris. Tout compris. Pour ouvrir la voiture et la faire démarrer. Oui. Ah oui, c'est rien du tout. C'est Un Raspberry Pi, exactement, un Raspberry Pi, une antenne. Et surtout, par contre, c'est là où le chercheur fait toute la différence, c'est qu'il faut maîtriser le protocole Bluetooth Low Energy, ses failles, ses vulnérabilités et son implémentation dans la voiture. Et quand on voit avec quelle facilité aujourd'hui ou presque on peut aussi pirater simplement les clés, ça c'est aussi une réalité. Sans parler de Tesla, pour tous les véhicules, il y a même des petits outils qui sont vendus ici et là sur Internet qui sont assez inquiétants. Alors Benoît, malgré tout, Tesla est quand même assez sûr de sa sécurité puisque je crois qu'ils offrent une Model 3 à des pirates qui réussiraient à hacker la voiture. Alors, ils ont offert effectivement une Model 3 à des pirates donc éthiques, donc qu'on va classer dans la catégorie hacker. Et donc effectivement, ces hackers avaient trouvé des bugs, et le bug étant tellement jugé important et utile pour Tesla qu'ils ont offert cette Model 3. Alors sur ce type de bug, je dirais malheureusement pour les hackers et heureusement pour Tesla, il n'y a pas une voiture qui est mise en jeu à chaque fois. Par contre, c'est bien des concours ouverts et les constructeurs, notamment... Des bug bounty ? Les bug bounty, tout à fait, qui ont une vision réaliste de la cybersécurité, vont proposer des lots à ceux qui vont réussir à rentrer. Oui, Apple fait ça régulièrement. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais il faut être très très fort. Complètement. Vous, chez EZ aussi, vous essayez de découvrir comme ça des bugs ou des failles dans les objets connectés. Aujourd'hui, on le fait surtout sur la partie maison connectée. Et grâce à ça, on avait découvert une faille qu'on a appelée Crook sur des puces Wi-Fi qui a impacté plus d'1 milliard de téléphones. Incroyable. Et là, de la même manière, on fait ce que l'on appelle le responsible disclosure, c'est-à-dire qu'on avertit avant le fabricant, on lui laisse le temps de créer la mise à jour, et ensuite on publie nos recherches qui permettent d'informer la communauté et surtout d'aider à ce que d'autres puissent trouver des failles dans d'autres systèmes. Ce qui a été le cas pour Tesla, d'ailleurs aussi. Et ce qui est effectivement le cas pour Tesla. Quand cette vidéo est sortie, la mise à jour sur les Tesla a été faite pour combler la faille. Complètement. On a évité à ce que les propriétaires de Tesla ne dorment dans leur voiture. Très bien, merci beaucoup Benoît pour ces deux actualités passionnantes, vraiment, comme quoi tous les mois il y a au moins une actualité. Et puis on voit bien que ça nous touche directement, alors même si on n'a pas tous des Tesla, mais en revanche l'affaire Spotify est très concernante, comme on dit. Voilà, rappelons que vous êtes expert cybersécurité chez EZ, donc, l'éditeur d'antivirus et de suites de sécurité qu'on peut installer sur son PC ou sur Mac ou même sur son smartphone. Merci beaucoup. Merci. Tiens, si on faisait un petit point sur notre question, justement, mais bien sûr, est complètement dans le sujet. Allez, on y va. Justement, on vous questionne, est-ce que vous changez régulièrement de mot de passe? Eh bien, Jérôme, pour l'instant, c'est toujours un nom qui est difficile. Benoît, ça ne doit pas vous faire plaisir, ce résultat. Mais je n'en doute pas, après avoir vu et entendu Benoît, tu vas voir, la tendance, je suis sûr, dans quelques jours, va s'inverser. Espérons-le, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas joli. On est à 26% de oui, 73,7% de non. Rappelons que les conséquences peuvent être graves, ransomware, enfin, tout ces trucs-là. La perte d'accès à ces emails, commencer par là, c'est compliqué. Oui, le mot de passe de l'email, il faut que ce soit le plus solide et que vraiment on ne l'utilise nulle part ailleurs. C'est le Graal, parce que notamment, il permet de récupérer d'autres mots de passe que l'on aurait perdus sur des comptes. Et puis, vous savez quoi? C'est rigolo de changer les mots de passe. Moi, je me suis amusé à changer le mot de passe de mon compte Spotify il y a 3-4 jours. Évidemment, toute ma famille, d'un coup, m'envoie des SMS. et là, on voit les services qui sont utilisés. Parce que d'un coup, Spotify ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Tu as dû connaître ça toi aussi, franchement. Parce que tu donnes ton compte à tout le monde.
Voilà. Bon, enfin, tout le monde, non, à la famille, quoi, quand même, c'est normal. Merci Benoît. Merci à vous. Merci Benoît. Jérôme, on va changer de sujet. On va Tout de parler suite. de produits qui vous concernent également directement. C'est tous ces petits accessoires dont on se sert de plus en plus, notamment pendant le confinement. Clavier, souris, webcam, etc. On devient très exigeant par rapport à ces produits-là. Et on en parle avec notre invité. On va recevoir tout de suite une porte-parole de Logitech. Oui, nous sommes en ligne, si tout va bien, avec Delphine Donecroc, directrice de la catégorie créativité et productivité chez Logitech. Delphine, êtes-vous là? Oui, bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour. On est ravis de vous Merci accueillir de dans me 01 recevoir. Hebdo. J'allais dire, vous avez une très très belle image, mais parce que vous avez forcément une webcam Logitech, forcément. Oui, bien sûr, oui, je me sers de Logitech StreamCam. Bravo. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord peut-être nous rappeler, nous représenter un petit peu cette marque Logitech qui est quand même très connue et qui a déjà une longue histoire, qui est une marque européenne. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plutôt sympa. Logitech, d'où vient Logitech? Alors, Logitech est une entreprise suisse qui développe des produits de bureau, de gaming, de collaboration. Et vraiment, notre focus est sur le design, de créer des solutions entre l'utilisateur et le monde digital et rendre les choses plus simples, plus faciles, plus efficaces. Et on a bientôt 40 ans. Alors, juste une question Delphine. Quel est le produit star chez Logitech? C'est la souris, le clavier, les deux? Dites-nous. Les produits stars, en fait, il y en a plusieurs. La souris reste quand même l'objet le plus acheté au niveau des accessoires de bureau, que ce soit pour le travail, la créativité, et puis on a toute la gamme, bien entendu, gaming. Mais vous voyez aussi tout ce qui est clavier, webcam en ce moment qui est en forte demande. Donc ça, c'est vraiment les trois plus grosses catégories de la gamme Logitech. C'est amusant parce que je reviens un instant sur l'histoire de Logitech. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous avez été vraiment parmi les pionniers à créer des souris, notamment. Logitech a inventé la souris sans fil à infrarouge, ensuite la souris par onde radio. Oh, putain. Et puis Logitech a inventé quasiment le premier appareil photo grand public, qui était le Logitech Photoman en 1992, et qui était, on appelait ça appareil photo, mais c'était presque plus une webcam, c'était un petit machin portable. Donc il y a un véritable historique assez intéressant. Oui, tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné. Logitech, en fait, pour nous, ce qui est très important, c'est continuer à innover et puis toujours trouver des solutions qui rendent l'interface avec l'utilisateur plus facile, plus simple. Et on a beaucoup de domaines d'innovation. Si vous regardez aussi à partir des catégories qu'on a existantes, il y a beaucoup de transformations sur ces propres catégories. Donc au jour d'aujourd'hui, on vend beaucoup de produits vidéo collaboration pour les salles de réunion qui sont à la base une évolution de notre catégorie de webcam. Qui s'est ensuite transformé dans un contexte B2B et puis salle de réunion et sur des champs de vision beaucoup plus larges. Donc en fait, à partir des catégories existantes, on a sans arrêt des opportunités d'innovation dans de nouveaux domaines qui nous amènent de nouvelles catégories. Alors Delphine, j'imagine que le confinement pour vous n'a pas dû être indolore. Vous avez dû assister à une explosion des ventes des claviers, des souris, etc. Non? Vous arrivez à chiffrer ça? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on était déjà très très bien positionnés avant la pandémie et le travail forcé à la maison. Nous avions en fait sur tous les domaines que ce soit collaboration, créativité, productivité et gaming de forte croissance bien avant la période du Covid. Bien sûr qu'avec un mouvement vers le travail à la maison, ça a accéléré cette tendance. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une très forte augmentation aussi de nos ventes sur les pays qui sont déjà retournés au travail, qui sont retournés au bureau, comme en Asie. Donc en fait, c'est une tendance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui,
tous les travailleurs qui doivent se servir d'un ordinateur ou qui ont du contenu digital à créer ou en tant qu'interface vont finalement avoir de plus en plus de besoins d'outils adaptés à leurs besoins pour être plus efficaces ou travailler sans douleur ou être mieux installés. Mais Delphine, le fait est que des claviers, des webcams, désormais c'est de plus en plus intégré aux ordinateurs. Alors finalement, qu'est-ce qui pousse les gens à acheter des accessoires supplémentaires ? Très bonne question. Comme vous le voyez sur une webcam séparée d'un ordinateur portable a plusieurs avantages. Déjà la qualité, le son. Moi là j'ai pas de microphone, j'utilise juste le microphone de la webcam. Et aussi ça vous permet de le positionner mieux et surtout quand vous travaillez plus de 2 ou 3 heures par jour à un bureau, il faut absolument que vous ayez un écran qui soit bien aligné pour éviter les douleurs dans le cou. Et là, dans la plupart des écrans, il n'y a pas de webcam adaptée. Et puis, ça peut vous permettre de la positionner par rapport à un angle. Par exemple, moi, il y a certains endroits de la maison que je n'ai pas forcément envie que vous voyez. Donc, ça permet d'adapter. Et pour une fois que vous élevez votre écran pour avoir une meilleure position en fait, de votre corps, votre ordinateur n'est pas forcément accessible. Donc, la souris et le clavier vous permettent d'avoir une très bonne position et pouvoir continuer à taper sans avoir même à réfléchir parce que c'est au bout de vos doigts et puis voilà. Logitech, ce sont des produits de qualité à des prix, on va dire, plus élevés que des accessoires traditionnels, vous confirmez ? Ou pas forcément ? On a en fait une gamme de produits qui est vraiment accessible à tous, de l'entrée de gamme à plus haut de gamme. En général, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à pouvoir être plus créatifs, plus productifs simplement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que certaines professions, par exemple, ont des besoins très spécialisés de customisation ou des shortcuts qui sont nécessaires. Donc, si vous regardez, par exemple, notre haut de gamme qui s'appelle MX, c'est très adapté à des professions comme les software developers, les designers, les créateurs, qui ont des besoins très spécifiques de précision ou de customisation. Donc, on essaye de servir à un large public et puis d'aider au maximum. Très bien, Delphine, merci beaucoup. Il y a un clavier notamment qui a la cote là en ce moment. C'est un peu le truc de fou qui s'arrache chez les gamers, les codeurs aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle ce clavier avec des couleurs partout. Vous avez la référence en tête ou pas, non ? J'ai pas la référence en tête, je vois exactement. Excusez-moi, oh là là, je vais me faire. Non, j'ai pas la référence en tête. C'est pas grave, Delphine. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Jérôme adore poser des questions pièges, il s'en rend même pas compte. C'est ça le truc, c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, tu as démoralisé notre invité. Pas du tout. 4 secondes, Jérôme, je te félicite. J'ai apporté une information supplémentaire. Et qu'on n'a même pas eu. Je ne sais plus comment s'appelle ce clavier. Non, mais c'est un clavier, ils sont tous fous de ça, dans les startups, etc. Il est petit, compact, machin, tout ça. Très bien. Bon, écoutez, après donc les claviers et les souris, je vous invite maintenant, Jérôme, à... De quoi on parle ? Eh bien, à Nice. On va à Nice. Ouais, moi ça me va. Ça te va à Nice ? Il fait très beau. On va voir ça tout de suite Super. avec Nicolas Lelouch. Et puis Amélie Charnet, notre dossier 5G, c'est parti. Amélie Charnet, notre telco woman. La princesse de la 5G est là, mesdames, messieurs. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Bon Amélie, ça y est, ça commence à frissonner sur les antennes, on va dire. Ça commence, voilà, ça y est, la 5G commence à s'installer. Alors, pas de velours. On a eu des annonces chez SFR la semaine dernière. Orange, là, appuie sur le bouton de la 5G. Je crois que c'est le 3 décembre, c'est ça. 3 décembre, oui. Et on a Bouygues Télécom aussi qui va lancer la 5G le 1er décembre, 2 jours avant Orange. Oh là 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 là, ça c'est une information qui est toute fraîche, ça, Amélie. Ah oui, le 1er décembre. Non, c'est pas tout frais, ils l'ont annoncé il y a quelques jours en fait. Il n'y a plus que Free Mobile qui réserve encore. J'allais dire, il en manque plus qu'un. Voilà, Free Mobile, pour l'instant, pas d'infos.
pas d'infos et peut-être qu'ils seront les derniers à lancer la 5G. On va voir, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec eux. Alors Amélie, bon, la question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir si on a intérêt à y aller tout de suite sur la 5G, aussi bien au niveau appareil qu'au niveau forfait. Oui, alors bon, on peut peut-être rappeler les 3 critères pour avoir accès à la 5G. Il faut non seulement avoir un smartphone 5G compatible, mais aussi avoir fait la démarche auprès de... Bah non, en c'est fait. pas vrai. Bah non. Donc, en plus du smartphone, il faut aussi avoir un forfait 5G. Il faut basculer son forfait chez son opérateur. Et évidemment, il faut être couvert en 5G. Et c'est là que ça se complique. Puisque pour l'instant, il n'y a que la moitié d'une ville en France qui est couverte en 5G, Nice. Donc, la semaine prochaine, on aura quand même 15 villes de plus avec Orange, peut-être quelques villes en plus avec Bouygues, mais ça reste quand même très limité. Donc, pour le moment, et même, je dirais, tout le territoire français ne sera couvert en 5G que dans 10 ans, en 2030. Donc, pour l'instant, rien ne sert de se précipiter. Et surtout, pour l'instant, juste le débit va augmenter. Donc, il y aura un certain confort. Ça va servir aussi à décongestionner la 4G. Mais les applications les plus impressionnantes, les bénéfices les plus grands, on les aura qu'en 2023. Est-ce que tu as déjà testé la 5G, Amélie, avec ton téléphone ? Eh ben non, parce qu'en fait, j'habite à Paris comme vous et que Paris, apparemment, la 5G n'arrivera pas avant 2021. Bon. Puisque, oui, il y a pas eu de moratoire, mais en fait, il y a une espèce de panel de citoyens qui a été désigné. Ils doivent rendre leurs conclusions dans quelques jours. Et ensuite, il va y avoir la charte de la téléphonie mobile à Paris qui va changer. Donc, il va y avoir des délais administratifs quand même assez longs. Et normalement, on n'aurait pas de 5G à Paris avant janvier. Oh là 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 là. Bah, que voulez-vous ? Le panel de citoyens qui doit décider si oui ou non on doit avoir de la 5G. C'est extraordinaire. C'est génial, voilà. franchement. On ne sait pas qui sont ces gens. Et en plus, on n'est même pas décisionnaire, on n'est pas dans le panel. Non, nous, on ne fait pas partie du panel. C'est dommage. Ouais. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ils vont faire des recommandations. Donc, c'est pas eux qui vont décider. Ça va être soumis au Conseil de Paris ensuite. Et c'est bien les élus locaux de Paris qui décident. Bon, d'accord. Mais les recommandations serviront à quelque chose ou c'est juste pour dire on recommande, mais bon, on s'en fout ? Ça, je sais pas. Il faudra voir les conclusions. Parce que on saura ça vers le 17 décembre. Je pense que la réponse est dans la question. C'est un peu le risque des recommandations. C'est qu'on peut recommander des trucs et puis que ça ne sert à rien. Ça fait plaisir. Ça occupe. Mais alors, de toute façon, Paris a toujours été en retard. On a eu le Wi-Fi après tout le monde, les Wi-Fi, les hotspots publics. Ouais, mais la 4G, je suis pas sûr. La 4G, on n'était pas parmi les premiers. Non, ça avait démarré à Marseille. Bon, Amélie, tu sais quoi ? On va te faire quand même un petit peu, à mon avis, rager, parce que nous allons aller à Nice retrouver Nicolas Lelouch, que tu connais bien. C'est ton voisin de bureau. En ce moment, il est à Nice. Et tu sais quoi ? Il capte la 5G, Amélie. Petit vénard, Nicolas, es-tu là ? Et oui, je suis là, bonjour, vous m'entendez ? Salut Nico. Oula, t'es à contre-jour, mon grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mis une lumière devant moi pour faire c'est un peu compliqué, désolé. On fait comme on peut. Mais en tout cas, si vous voulez savoir quelque chose, ce duplex est effectué en 5G. C'est pas vrai. Yes. Et figurez-vous que si, et ça a l'air de fonctionner pas trop mal. J'espère qu'on va pas être interrompu parce qu'on passerait un petit peu pour des idiots. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Alors voilà, on voit, bon en plus il a l'air de faire très très beau à Nice, ce beau ciel bleu. La 5G n'empêche pas le ciel d'être bleu. Non, ça c'est clair. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais c'est pas mal. Ouais, enfin cela dit à Paris, regarde, il n'y a pas de 5G mais il fait beau aussi. Oui, il n'y a jamais de ciel bleu. Alors Nico, juste une chose, parce qu'avec Jérôme depuis tout à l'heure, on rêve d'avoir un speed test en 5G. Je suis sûr qu'Amélie aussi rêve d'avoir un speed test en 5G. Tu nous fais ça en live ? Tu nous fais ça en live ou on peut tenter de faire ça en live en prenant en compte une chose. Le problème, c'est comme je suis en partage de connexion, ça a tendance à sauter et à passer de 4G à la 5G, ce qui n'est pas le cas depuis tout à l'heure. Donc, j'espère juste que le speed test va bien se passer. Mais on peut essayer de faire ça. En fait. Alors, ça peut être un crash test, j'ai toujours un petit peu peur. Là, par exemple, là, l'indicateur est passé à 4G+, il y a littéralement 5 secondes. Donc, j'aimerais attendre qu'on soit à 5G sur la 5G avant de le relancer. Non, mais c'est pas grave. Déjà, tu nous as envoyé une espèce de, une capture d'écran d'un speed test que tu as fait. Alors, regarde, Jérôme, 592 mégas en download, c'est ça ? Ouais. Et en upload, c'est pas incroyable, mais il y a une raison à ça. Je pense que Amélie, si elle est encore là, pour elle est là, oui.
j'ai cru comprendre que l'upload n'est pas encore passé en 5G. On est encore sur de l'upload 4G et du descendant 5G. Donc c'est a priori normal. Il n'y a aucune ville, aucun pays dans le monde qui propose de l'upload vraiment ultra puissante grâce à la 5G. Ça reste vraiment que sur le descendant pour l'instant. Tu confirmes, Amélie ? Alors, je n'entends pas ce que dit Nicolas. Ah, c'est embêtant. C'est normal, il est en 5G. C'est vrai, voilà, c'est ça. C'est vrai que là, on fait un duplex avec 2 systèmes différents. Pour tout vous dire, Amélie est en FaceTime et Nico est sur Skype. Et évidemment, tout ça ne communique pas entre eux. C'est intéressant, ça veut dire que la 4G et la 5G ne passent pas ensemble. Non, juste Amélie, la question que Nicolas te posait, c'était il a de très bons résultats en download, quasiment 600 mégas, mais en upload, c'était pas très bon. Et il soupçonne que en fait, le réseau ne soit pas totalement encore en 5G et que l'upload soit encore en 4G. Est-ce que tu avais entendu parler de ça ? Alors, en fait, de toute façon, jusqu'en 2023, le cœur de réseau va rester 4G pour les opérateurs. On passera à la 5G qu'en 2023, mais normalement, ça ne doit avoir une incidence que sur la latence. Donc, le débit montant et descendant... Oui, le débit montant et descendant devrait augmenter tous les deux et ça correspond à peu près aux chiffres que m'avait donné Orange. On peut espérer avoir jusqu'à 500 mégabits par seconde de débit descendant, sachant que Nico doit être tout seul sur le réseau 5G à Nice, là, non ? Ah bah oui, tu es tout seul là sur le réseau. C'est aussi ce qu'il y a à prendre en compte parce que les premiers tests que je fais pour l'instant, déjà j'ai 3 appareils, vous me connaissez, toujours plein de téléphones. Vous avez raté pendant qu'Amélie parlait, j'ai réussi à faire un speed test en 5G, j'ai essayé de le montrer, je ne sais pas si ça a été montré, on est à 306 en descendant en étant en intérieur dans un immeuble, donc c'est pas trop mal parce qu'en extérieur en bas, je suis monté dans les 600 tout à l'heure et normalement je vais me rapprocher d'une antenne tout à l'heure et j'espère arriver à monter à 1000, ce qui normalement est faisable. Donc ça on va le voir et de toute façon il y aura un article ce week-end sur 01net où on présentera tout ça en détail. Maintenant, ce que je remarque déjà, c'est que tous les appareils ne se valent pas en 5G. Il y a un gros avantage. Première chose, iPhone, Google Pixel, pas encore compatible parce qu'il faut attendre une mise à jour des réglages opérateurs qui n'est pas encore disponible. Et ça dépend d'Apple et de Google en l'occurrence. Donc du coup, sur mes appareils de test, j'ai uniquement un Galaxy S20 Ultra de Samsung et un Huawei Mate 40 Pro. C'est simple, on s'y attendait, le Huawei est vraiment supérieur au Samsung. Sur le Huawei, j'ai à peu près de la 5G tout le temps, j'ai des très bons débits. J'arrive à monter justement à 600 comme je vous ai dit. J'ai aussi réussi à télécharger un épisode de série en 2 minutes contre 7 minutes en 4G. Alors que sur le Samsung, ce que je remarque, c'est que la 5G va vite au début, et puis d'un coup, le téléphone ralentit, rebascule en 4G, puis repasse en 5G, puis passe en 4G, et j'ai l'impression que le modem ne tient pas du tout le coup. C'est des tests assez légers, c'est ce que je fais, et pourtant le téléphone chauffe, alors que ce n'est pas du tout le cas chez Huawei. Donc on est en train clairement d'expérimenter ce que nos confrères américains disent depuis des mois, que la 5G galère encore sur les premiers appareils, et sans surprise, Huawei est loin devant. Donc ça, c'est déjà la première impression. Mais juste avec une petite question, en regardant la capture d'écran de ton speed test, on se rend compte que la latence quand même est élevée. On est à 34 millisecondes, alors que c'est l'une des particularités de la 5G, c'est qu'on nous promet une latence très très faible. Amélie, 34 millisecondes pour un speed test, finalement, alors c'est assez technique, mais malgré tout, c'est quand même assez élevé, non, pour de la 5G ? Oui, c'est ce que je disais en fait. Jusqu'en 2023, il n'y aura aucun bénéfice sur la latence. Elle ne sera pas réduite par rapport à la 4G. Parce qu'on est toujours en cœur de réseau 4G. Donc c'est pour ça que quand les opérateurs disent on va vous lancer des super applications de réalité augmentée, réalité virtuelle, des jeux dans le cloud, en fait, on n'aura pas vraiment de bénéfice par rapport à la 4G pour le moment en 5G. Il faudra vraiment attendre 2023 pour voir une différence. 2023, oui, c'est dans 3 ans, quoi. Et ça, je peux vous le confirmer. J'ai essayé. J'ai essayé malheureusement pas. C'est pour ça que pour le moment, la 5G, c'est pas non plus indispensable. C'est pas un prétexte pour changer tout de suite de smartphone. Ça va s'améliorer dans le courant de l'année 2021 et en tout cas en débit descendant et en confort d'utilisation, ça apporte un petit plus. Dans l'immédiat. Mais avec des forfaits qui sont en moyenne 5 € plus chers qu'avec la 4G quand même. Oui, Nico, tu voulais nous dire quelque chose. Justement, je confirmais ce que disait Amélie, notamment sur le cloud gaming. J'ai pas pu essayer sur le Huawei Stadia parce que vous vous doutez, Stadia c'est Google et Huawei ils s'entendent pas vraiment. Mais du coup, j'ai pu essayer sur le Samsung et je suis assez déçu. C'est-à-dire que en 4G c'était impossible à utiliser, mais il y a quand même pas mal de lag et ça n'a rien à voir avec une connexion fixe, très certainement à cause de la latence. Donc pour le coup, la 5G ne fait pas le miracle. On va tenter, je vois 5G, donc on va tenter de faire un speed test en direct. Pour terminer, dernier pour la route.
On va voir. Allez, ça a l'air de pas être trop mal. On a l'air d'avoir des bons chiffres. Je sais pas jusqu'où on va réussir à monter. Mais là, on est connecté à la 5G de SFR. Et on est à 200, voilà, ça, on est à 220, quelque chose comme ça, Ouais. ce qui est correct. Mais Jérôme a fait un speed test avec En son intérieur. iPhone. Là à l'instant, En et 4G. tu étais à... Je suis monté à 376 en débit descendant et avec un ping, donc une latence d'à peine 23 millisecondes. voilà, Mais bon, et tu es en 4G. je suis en 4G, Tu es oui, en 4G. absolument. Donc Ouais. voilà, comme quoi la qualité du réseau, Ouais. l'endroit où on est, etc., est important. Merci à tous les deux. Merci Nico, Anis, avec cette première vision en 5G, en espérant qu'on en ait beaucoup d'autres. Et merci Amélie aussi, Amélie Charnet. Salut! Merci. Voilà, c'était super parce qu'on a vraiment pu mettre un peu les mains dans le cambouis, voir concrètement ce que signifiait cette 5G. On voit bien que c'est un truc qui est en devenir encore. Exactement. On va Bien. terminer ce 01 Hebdo, Jérôme, avec maintenant notre ami Jordan Cosino. Avec grand plaisir, Jordan. Mais avant cela, peut-être un petit tour du côté de la question. C'est la séquence questions, en fait, maintenant. On va vous poser des questions jusqu'à la fin de l'émission. Notre question 01 Hebdo Orange, pensez-vous à changer régulièrement vos mots de passe? Toujours ce nom écrasant 71,9, Jérôme. Oui, 28% à Ah peine. bah dites donc, bon, il va falloir me changer tout ça. hein. Ouais, s'il vous plaît. Jordan Jordan. Cosino. On t'entend pas, Ah, Jordan. on n'entend pas Jordan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, bah on voilà, entend. ça y est, on t'entend. Bon, Je- Vous me censurez déjà? Ça Non, commence? Tu sais quoi, je pense qu'on avait oublié de monter le bon curseur. Non, Tout mais va bien, j'ai bien Jordan? compris. Comment ça va? Bah, ça va bien, Tu ça n'es va pas à bien. Nice, toi? Non. Ah non, j'aimerais bien. Tu es au Je sais bas. que Nicolas Lelouch Ouais. est dans son penthouse à Nice. Mais bien sûr. C'est ça, Toi, avec- tu es aux Bahamas, comme chaque semaine. Bah, moi, je suis là. Ouais, on peut dire ça dans un petit bungalow de 20 mètres carrés. Alors on y va, Jordan, notre nouveau rendez-vous, je veux savoir, rappelons que chaque semaine, eh bien, tu réponds aux questions des spectateurs en fait, de 01 Hebdo. C'est ça exactement. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions sous cette vidéo là, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter ou par message privé Facebook. On regarde un peu tout ça et l'idée c'est de choisir vos questions, choisir les thématiques qui vous intéressent et aller répondre avec des gens qui s'y connaissent, hein, non pas moi, mais des vrais spécialistes et de vous apporter des réponses en vidéo. Et cette semaine, parce que je l'aime beaucoup, j'ai décidé de rappeler Nicolas Lelouch parce qu'il y avait beaucoup de questions smartphone. Et c'est reparti, on se retrouve dans un nouvel épisode de cette petite chronique Je veux savoir. Vous nous posez vos questions, merci, vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous les poser. Mais aujourd'hui, en fait, on va juste jouer à la PES. Hein. Voilà, en fait, changement de programme. Non, je rigole. Je suis très content de l'avoir. On va tout de suite aller appeler un journaliste de la rédaction. Et aujourd'hui, ça va être Nicolas Lelouch qu'on va appeler pour répondre à vos questions. Je l'appelle en live, ça sonne. Et on va pouvoir lui dire un petit coucou. Coucou, ça c'est moi. Est-ce qu'il va répondre? Oui! Bonjour Nicolas Lelouch. Attendez, bougez pas, j'enregistre cette conversation. Pour les besoins de cette chronique, cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Comment il va? Bah ça va et toi? Eh ben Ça va écoute, plutôt pas mal, je t'appelle. Tu sais, j'ai une passion, c'est te faire répondre à des questions. Il y a un piano et tout derrière. Ah oui, t'es équipé en instrument de musique là, j'avais pas vu. Tu peux nous jouer un petit morceau de piano évidemment? La prochaine fois. On attaque dans le dur avec des questions. Donc hashtag je veux savoir. Selon vous, est-ce que vous pensez que si Huawei fait appel au nouveau gouvernement, cela pourrait-il régler leurs problèmes? Très compliqué à dire et je serais bien malin de dire ce que va faire Joe Biden en avance. C'était même pas dans le programme, c'était pas tellement débattu aux États-Unis. Maintenant, on peut tout de même imaginer que quand on voit que Huawei est en train de vendre au Nord, quand on voit que a priori ces sanctions envers Huawei, elles n'ont pas tellement créé la polémique aux États-Unis parce qu'elles arrangent à peu près tout le monde et c'est bien d'éliminer un concurrent. Et même si ce n'est pas très orthodoxe et ce qu'a fait Donald Trump était un petit peu violent, ça va arranger tout le monde, y compris l'administration Biden, je pense. Donc, à mon avis, ça va rester comme ça. Parce Et qu'on je peut se dire pense- que Trump est un peu un hurluberlu, tu vois, qui a fait ses petits trucs, C'est vrai. et donc que Biden va peut-être corriger ces trucs-là, par exemple. Peut-être, mais c'est peu probable. Huawei est en train de se diriger vers autre chose. Ils viennent d'obtenir une licence pour travailler avec Qualcomm. J'imagine très difficilement Huawei retrouver un accès total au service Google. Et même pour eux, est-ce que c'est pas plus cohérent maintenant qu'ils sont en train de bâtir leur propre écosystème, de rester là-dessus? On ne sait pas trop. J'espère une bonne surprise, mais je pense que ça va être compliqué. À voir s'ils arrivent à améliorer tout ça ou est-ce qu'ils auront une fleur de l'administration Biden. Mais on ne peut pas trop répondre à cette question pour l'instant. Nouvelle question de Adrien Môme, qui nous dit « Je veux savoir, j'ai un OnePlus 5T que je voudrais changer.
pas d'encoche ou de poisson, 5G et un appareil photo de 2 mégapixels car la photo ne m'intéresse pas du tout. Donc pas de photophone et pas de Huawei. 450 € maximum. Qu'est-ce que vous me conseillez? Merci d'avance. PS, vous êtes tous extra, sauf Nico. Ça, il ne l'a pas dit, mais je le pense. D'accord, très bien, c'est pas grave. 450 €, c'est une valeur un peu piège parce qu'on est pile en dessous de 500 et à 500, on a des très bonnes choses. Je dirais à 450 €, si on est prêt à mettre les 50 € de plus, j'ai envie de tenter de recommander le Pixel 4a 5G qui a une autonomie incroyable, qui est 5G, qui a un bon écran, donc c'est vraiment un produit extrêmement bien équilibré avec un processeur milieu de gamme de plutôt bonne qualité. Après, en dessous, donc du coup, si on reste sur le prix des 450 €, pour 400 €, on a le OnePlus Nord, qui est un super smartphone milieu de gamme, qui pour le coup, la photo, c'est pas son truc, donc là, on rentre bien là-dessus, mais on a vraiment une qualité de finition qui est très bonne, une super interface logicielle, un écran 90 Hz et une bonne fluidité. Donc, c'est pour moi, Pixel 4a 5G et OnePlus Nord, ça serait mes deux choix sur lesquels tu partirais? Ouais, là-dessus. D'accord. Toujours dans les smartphones, il y a Basu Rera. Je suis à la recherche d'un téléphone Android à max 350-400 € et qui possède un écran le plus lumineux possible. Quel modèle me conseillez-vous? Tu aurais dû me prévenir de cette question en avance parce que nous avons un outil avec le laboratoire de 01net qui permet de savoir ça précisément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en direct. Je vais même te montrer à quoi ressemble l'outil. Voilà. Parce que plutôt que de donner un résultat de tête, ça sera mieux. One eternity later. Donc, du coup, avec cet outil qui montre tous les résultats qu'on peut au laboratoire de 01net, donc ça permet de savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, le Galaxy S20 de Samsung est largement au-dessus avec 1030 candela par mètre carré. Donc, c'est le record. Mais c'est pas le bon prix. Par contre, du coup, sur le prix sur lequel on nous a posé la question, en l'occurrence, dans les 350-400 €, le OnePlus Nord qui a 400 €, il a 768 candela par mètre carré. Donc, c'est très bien. Le Pixel 4a 5G dont on parlait tout à l'heure, 758 candela par mètre carré aussi. Le Pixel 4a normal, donc à 350 € à 739 candela par mètre carré. Donc là, je donne beaucoup de chiffres, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir. Mais l'idée étant que sur ces produits-là, donc à peu près les mêmes que sur la question tout à l'heure, c'est pas tellement une coïncidence, c'est de très bons produits. Donc Pixel 4a, OnePlus Nord, on a une très bonne luminosité. Ça serait sur ces produits que tu partirais. Je pointerais. Ouais, ok. On va partir sur une dernière question. Alors là, le pseudo, je vais le dire comme je peux, c'est S3B45113N. Qui veut savoir, avec les Mac sous ARM, est-ce que les vrais logiciels Mac pourront être utilisés sur les derniers iPad? Non, c'est pas dans l'intérêt, c'est plutôt l'inverse. C'est plus les applications iPad qui sont portées sur Mac que l'inverse. Si on parle des anciennes applications Mac, des applications codées pour Intel, non. Parce qu'elles sont Intel et elles ne sont pas rétrocompatibles avec les processeurs ARM. Alors que dans le cas inverse, c'est différent. C'est les applications ARM qui sont nativement sur ARM et les applications Mac qui sont émulées. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que les développeurs d'applications vont apprécier le fait que tout soit plus simple et donc porter leur application Mac sur iPad après, une fois qu'ils l'auront adapté à ARM? Peut-être. Mais il n'y aura pas de compatibilité automatique comme la question... comme ça a été demandé. Ouais, tout à fait. Exactement. Eh ben écoute, c'était très clair. Je vais pas te prendre plus de temps, Nicolas. Merci beaucoup pour je vais aller jouer au piano du coup. Bah oui, va t'entraîner au piano, parce que la prochaine fois que je t'appelle, je fais un petit truc, n'importe quoi. En vrai, pour tout te dire, c'est plus la guitare mon truc. Le piano, c'est pas. La prochaine fois, tu sais quoi? Si les gens veulent des morceaux de guitare, ils le mettent dans les commentaires. Et prochaine fois, promis, on fait jouer à Nicolas un petit morceau de guitare histoire de voir s'il se défend vraiment bien. Bon courage, Nico. Bonne soirée. Et puis on se rappelle bientôt. À toi, j'espère pas trop bientôt quand même, s'il te plaît. Oui, pas tous les jours non plus. Voilà, merci. Bon courage, salut. Magnifique. Bon, Jordan, est-ce qu'on va entendre Nico jouer de la guitare? Parce que c'est ça le plus important finalement. Mais bien sûr, j'y compte bien. Attendez, il m'a dit oui. Il a fait le beau gosse à avoir sa petite guitare derrière. Bon, moi, j'ai ma grosse armoire en bois, comme d'hab. Mais lui, il a fait le beau gosse à avoir sa guitare. Je veux qu'il puisse en jouer. Hashtag je veux savoir. Merci Jordan, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Salut. Salut. Eh bien, voilà, on se retrouve donc jeudi. D'ici là, portez-vous bien, regardez toutes les vidéos de 01 TV. Et à très très vite. Voilà, n'hésitez pas à voter sur notre question 01 et d'Orange sur ces mots de passe, s'il vous plaît. Changez-les. À la semaine prochaine. Merci de nous suivre en tout cas.